Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble pourquoi en 2024, on constate que moins de fonds ESG sont lancés qu'en 2023, ou déjà moins de fonds ESG étaient lancés qu'en 2022. Une tendance que nous tenterons d'expliquer dans un instant avec Charline Mellet, directrice ESG et climat pour l'Europe francophone, au sein de l'équipe consultant Sustainalytics chez Morningstar. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'épargne réglementée, en lien notamment avec la publication du rapport sur l'épargne réglementée 2023 de la Banque de France, publié en juillet 2024. Nous aurons le plaisir de recevoir Valérie Chauvin, adjointe à la direction des statistiques monétaires et financières au sein de la Banque de France, pour comprendre pourquoi l'épargne réglementée plaît toujours autant aux Français. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver un de nos experts bourse, Régis Jancovici, fondateur et dirigeant de Luxavis, qui reviendra sur une thématique qui nous a beaucoup animé cet été sur les marchés financiers, la volatilité. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Pourquoi lance-t-on de moins en moins de fonds ESG en 2024 ? Voilà la question qui va nous animer dans Investir Responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charline Mellet. Bonjour Charline Mellet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice ESG et climat pour l'Europe francophone au sein de l'équipe consultant Sustainalytics chez Morningstar. Et si je regarde un petit peu les chiffres que vous constatez et que vous allez pouvoir étayer, on constate sur les 6 premiers mois de l'année 2024 que on a lancé près de moitié moins de fonds ESG qu'à la même époque en 2023, 170 contre soit 325 l'an dernier. C'est une tendance que vous constatez chez Morningstar, cette diminution du nombre de fonds ESG lancés année après année ? Oui, c'est vrai que cette année, c'est une baisse significative qui était amorcée effectivement déjà en 2023. Et ce qu'on constate finalement, on observe qu'on est plutôt sur un retour à la normale, sur la création de fonds durables, après 3 années de très forte croissance où quasiment toutes les sociétés de gestion se sont empressées de lancer des fonds durables ou de convertir leur gamme existante en fonds durables. Et surtout, 2020 a marqué vraiment cette dynamique. Bien sûr. Oui. Et on peut identifier, je dirais, 2 grosses thématiques. Pourquoi il y a eu cet engouement à la création de fonds durables entre 2020 et, je dirais, jusqu'à 2022. Déjà, pendant la crise du Covid, les valeurs qui étaient massivement représentées dans les fonds durables ont eu tendance à mieux résister à la crise de 2020. Et puis, 2020, c'est aussi l'entrée en vigueur de la réglementation européenne SFDR qui impose aux gestionnaires d'actifs de fournir davantage d'informations sur les risques et les impacts ESG de leurs fonds durables distribués en Europe. Donc, il y a eu cet empressement et peut-être aussi une petite panique chez les gérants d'actifs de se dire, si on n'est pas à minima il faut durable, y aller, quoi. Oui. On ne va plus être référencé, on ne va plus être distribué. Donc, il y a eu un empressement. Mais on se souvient, au sortir effectivement de la crise Covid, quand les marchés financiers ont recommencé ont commencé à reprendre leurs esprits, effectivement, la thématique ESG était très souvent là. D'ailleurs, beaucoup d'experts disaient que ça n'est pas une thématique, c'est une lame de fond. Donc, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été lancés par les différentes maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient expliquer que la tendance diminue ? C'est un retour à la normale, une peur de la réglementation aussi ? Peut-être qu'on les lance avec un petit peu plus de préparation qu'il y a quelques années ? Oui, je pense qu'il y a un côté moins opportuniste. D'accord. Et plus tactique et stratégique. Il y a une rationalisation des gammes aussi. La réglementation, elle était nécessaire. Elle a insufflé cette dynamique. Maintenant, elle n'était pas tout le temps claire. On a eu aussi un phénomène de reclassement de fonds qui s'était dit bien sûr, entre article 9 et article 8, bien sûr, très intégrés et puis finalement qui ont un peu rétropédalé. Et finalement, le message, il est aussi difficile pour l'épargnant final à décoder.
Bien sûr, oui, complètement. Dans quoi on investit. Un article 8, un article 9, puis finalement on retrouve des valeurs sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Donc aujourd'hui, la réglementation, elle était encore une fois nécessaire, il faut l'améliorer et on est vraiment dans cette dynamique-là. Au niveau européen, aujourd'hui, on s'attend à une révision assez profonde de la réglementation. Donc il y a cet attentisme aussi des sociétés de gestion d'attendre un petit peu les directives et la réglementation attendue va être beaucoup plus prescriptive qu'elle n'était en 2020. Donc les gérants doivent aussi s'accorder à voir si ça correspond à leur stratégie d'investissement qu'ils ont mis en place. Si on pose la question autrement, il y a effectivement eu ces requalifications article 8, article 9 en article 8. Il y a eu plus récemment la nouvelle version du label ISR. Il y a cette attente de réglementation. Est-ce qu'on voit moins de fonds lancés parce qu'il y a cette idée quand même que ça devient de plus en plus restrictif, entre guillemets, un fonds ESG, ou c'est vraiment parce qu'on ne sait pas complètement dans quoi on s'engage lorsqu'on crée un fonds ESG, parce que les règles ne sont pas encore tout à fait claires au niveau européen? Je pense déjà deux choses. L'offre, elle est déjà très dense. Donc, il y a aussi cette volonté des gérants d'un peu rationaliser, encore une fois, donner des messages clairs et des choix d'investissement un peu plus fléchés. Bien sûr. Et si on dézoome un petit peu, au-delà des fonds durables, les fonds conventionnels, la création de fonds conventionnels a baissé aussi. Donc c'est un phénomène un peu plus large. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en Europe, dans les fonds qui ont été créés cette année, plus de la moitié sont des fonds durables. Donc dans nos marchés, on a une offre de fonds durables qui est réellement structurelle dans le paysage des fonds d'investissement. Et ça, c'est pas le cas ailleurs, dans d'autres zones géographiques? Alors, aux États-Unis, un peu moins. Il y a eu une prise de parti politique oui, bien sûr, sur les fonds durables et sur l'ESG, donc la tendance n'est pas la même. Mais en Europe, la réglementation a eu ce mérite d'instaurer l'offre durable, ESG, de façon structurelle dans le paysage des fonds. Et ça, c'est important parce que derrière les fonds durables, c'est des entreprises qui portent des projets qui sont nécessaires pour des causes environnementales, sociales, sociétales. Il faut aussi leur laisser un temps long de mener leurs projets. Donc, si on veut générer les impacts qui sont promis dans les fonds ESG, il faut aussi que l'offre soit pas trop volatile. Et alors, justement, ce temps long, est-ce qu'il est compris maintenant côté investisseurs particuliers? Est-ce qu'en termes de flux, est-ce qu'en termes d'appétence pour les fonds ESG, on constate une fidélité ou une défiance ou en tout cas un questionnement de la part des investisseurs particuliers? C'est clairement un sujet qui suscite l'intérêt. Il faut aller le chercher. D'accord. L'épargnant aujourd'hui... Alors, il y a plein de facteurs. L'ESG, c'est pas facile d'identifier une tendance unique parce que c'est très large. Et les sujets sous-jacents sont aussi très très denses, beaucoup plus que des critères ou des indicateurs financiers plus traditionnels. Néanmoins, quand on porte le sujet, quand le conseiller porte le sujet, il est toujours facteur d'intérêt. Et donc après, il faut aussi créer un petit peu de pédagogie, mais l'histoire derrière l'investissement est quand même important. C'est ce qu'on note auprès de l'épargnant. Et donc les flux, là, on note effectivement, autant le premier trimestre, on avait encore une décollecte sur les fonds durables. D'accord. Et là, sur le deuxième trimestre, on est de nouveau sur une collecte positive. Aussi, ce sont des grandes valeurs, souvent, qui sont représentées dans les fonds ESG, qui parlent aux épargnants, dans lesquels ils ont une certaine confiance. Donc, sur nos marchés, encore une fois, européens, pour diverses raisons, mais la thématique de l'ESG, que ce soit pour des questions environnementales ou plus de santé, d'accès à l'éducation ou autre, il y a toujours des thématiques qui sont intéressantes pour l'épargnant. Si je reviens sur ce que vous nous disiez, donc effectivement moins de fonds ESG lancés, mais moins de fonds lancés au global, on revient sur des niveaux finalement avant effectivement cet engouement qu'on a pu connaître en 2020. Rien d'inquiétant donc sur le fait que le nombre de fonds ESG lancés diminue, ou ça montre pas un désintérêt vis-à-vis que ce soit côté investisseur particulier ou côté professionnel de l'investissement. C'est un retour à la normale quelque part. Exactement, une normalisation et vraiment l'insertion de ce type de produit d'investissement dans un paysage, une offre d'investissement proposée en France et en Europe. Ça, c'est certain. La réglementation est bien ancrée et comme je disais un petit peu plus tôt, elle est aussi prescriptive, donc elle oblige à la fois les gestionnaires d'actifs
d'intégrer ces critères, Bien sûr, de le démontrer, de montrer une progressivité dans le temps, mais il y a aussi l'accompagnement auprès de l'épargnant final, avec des questionnaires, etc. Donc, il faut amener le sujet auprès de l'épargnant. Donc, voilà, pour moi, c'est, et Morningstar le note vraiment comme ça, c'est un retour à la normale, mais finalement, pour insérer cette typologie de produits comme corps dans une offre et puis quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, comme il y a encore 3 ou 4 ans. Merci beaucoup, Charline Mellet, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice ESG et climat pour l'Europe francophone au sein de l'équipe consultant Sustainalytics chez Morningstar. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre épargne réglementée. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment s'explique cette appétence toujours plus grande pour l'épargne réglementée en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Chauvin. Bonjour Valérie Chauvin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes adjointe à la direction des statistiques monétaires et financières au sein de la Banque de France. Alors je le disais en introduction, je parle d'une appétence pour l'épargne réglementée en 2023 puisqu'est sorti un rapport sur l'épargne réglementée 2023 publié par la Banque de France en juillet 2024. Si vous avez également quelques chiffres ou quelques tendances pour ce début d'année 2024, on sera ravis effectivement de les découvrir ensemble. Ce que constate ce rapport, c'est que l'épargne réglementée ne s'est jamais aussi bien portée en France. Les Français aiment investir sur un livret A ou sur d'autres types de livrets réglementés, Valérie Chauvin. Alors, il se trouve qu'effectivement, 2023 est une année exceptionnelle du point de vue de l'épargne réglementée. On a 61 milliards de placements nets. On n'a jamais mesuré ça. Donc, c'est effectivement une très bonne année pour l'épargne réglementée en 2023. D'accord. Et la tendance se poursuit à 2024 au sens où on n'a pas de baisse après des gros montants. Donc, on a encore de l'épargne qui arrive sur les livrets. Donc, quand on parle de l'épargne réglementée, on parle des livrets A. Donc on a eu 45 milliards en 2024. On parle des LEP. Oui, livrets d'épargne populaire. Voilà, 24 milliards. On parle des livrets développement durable et solidaire. Bien du sûr. PEL. Et donc, il y a une appétence toujours grande, exceptionnelle, même vous l'avez dit, en 2023 pour ces livrets. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est à mettre en regard de décisions économiques, de contexte économique ou de décisions au sein de la Banque de France ? Alors, il se trouve que, d'une façon générale, les Français épargnent beaucoup. Oui. Enfin, ont épargné beaucoup. Alors, ils épargnent d'une façon générale beaucoup. Et ils ont encore plus épargné depuis la Covid. D'accord. Donc, au départ, on a depuis 2020, ça. Globalement. Voilà, oui. 2020, 22, 23... Et encore 20. La tendance ne s'est pas démentie. Et donc, en fait, on a eu une hausse de 6 points du taux d'épargne entre 2019 et 2020. D'accord. On est passé de 14,6% de taux d'épargne à 20,6%. Et là, au deuxième trimestre, on est à 18% quand même. Donc, on a vraiment un mouvement de fond qui est que les ménages épargnent. Pourquoi ? Lors de la Covid, les gens n'avaient pas la possibilité de dépenser. Donc oui, ça arrivait à expliquer à peu près. Oui, alors qu'en 2023, qu'est-ce qui vient expliquer finalement qu'on épargne encore plus que sur cette année 2020 ça reste quand même assez largement un mystère. Hein. D'accord. Il se trouve que c'est dans ce contexte-là que l'épargne réglementée progresse. Donc il y a une partie parce que c'est un mouvement général de comportement des ménages qui d'épargner, plus. D'accord. Il y a aussi des arbitrages. Alors en particulier avec la hausse des taux, il devient de moins en moins intéressant de détenir des dépôts à vue. D'accord. Donc on met sur un livret A plus facilement. Voilà, exactement. Et donc on a eu effectivement en 2023 une décollecte du numéraire et des dépôts à vue. D'accord. Ouais. Et donc cette épargne-là, c'est redirigé vers l'épargne réglementée, puisque ce sont des produits qui ont des caractéristiques qui se ressemblent.
On a beaucoup évoqué le sujet d'une éventuelle hausse du livret A avant qu'elle devienne effective sur le plateau de Smart Patrimoine. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a un impact sur le choix de l'épargne réglementée d'un certain nombre de Français ? Naturellement. Oui. De fait, donc il y a eu sur le livret A, effectivement, le taux est passé de 0,5 à 3%. Donc maintenant, il est sensiblement supérieur à l'inflation. Faut voir aussi que le livret A, enfin, les personnes le savent assez largement, c'est un livret non fiscalisé. Bien sûr. Et sûr. Oui. Donc des placements à 3%. Et liquide. Et liquide. Donc c'est vraiment, c'est effectivement. Donc on a bien eu quelque chose qui est, on a arrêté de laisser de l'argent sur les livrets ordinaires et sur le livret courant pour en mettre sur l'épargne réglementée. Parce que sinon, on a bien on a aussi, ah oui, j'ai parlé du livret A. Il n'y a pas que le livret A. Il y a eu une année exceptionnelle pour le livret d'épargne populaire. D'accord. Donc là, la Banque de France a beaucoup œuvré pour que cet outil d'épargne, cet instrument d'épargne à destination des ménages les moins favorisés prenne son envol. D'accord. On a vraiment réussi à augmenter de façon significative les ouvertures de livrets. Il y a encore enfin, on espère que ça va continuer. Donc, on a demandé. Il y a une campagne de communication du ministère des Finances auprès des assujettis, en voie de mail. On a nous-mêmes fait une campagne de sensibilisation auprès des banques. D'accord. Donc, on espère que ça va continuer parce qu'il y a encore des marges de manœuvre. Mais c'est déjà un très, très beau succès. 2,6 millions d'ouvertures de livrets d'épargne populaire en 2023, selon le rapport. Ce qui amène quand même une question, c'est, là on a parlé effectivement de l'épargne réglementée au global. Est-ce que le livret d'épargne populaire fausse un peu la donne, la vision globale de l'épargne réglementée, ou en ce qui concerne le livret A, on voit aussi quand même une année exceptionnelle, comme vous le disiez tout à l'heure? Le livret A aussi. Le livret A aussi, d'accord. C'est ça qui est un peu étonnant. Enfin, c'est pas faussé par cette hausse de livret d'épargne populaire. Non, le livret A aussi est. Oui, chacun a vécu sa vie, sa belle vie de façon parallèle, et donc il n'y a pas eu d'effet de substitution. D'accord. Les gens, et de fait, ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui ont un LEP et un livret A. Les livrets A, c'est quand même l'outil universel. Enfin, plus d'un Français sur 8 dispose d'un livret A. D'accord. Donc c'est quelque chose de très réparti. Oui, répandu, bien sûr. Quelle que soit la classe d'âge, on sait bien que, y compris les enfants, en ont. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Voilà, et alors on sait aussi que 20% des détenteurs possèdent plus de 80% des encours, donc c'est très concentré. D'accord, et c'est concentré vers des gens qui ont plutôt des revenus plus importants. D'accord, donc en fait on a beaucoup de livrets A ouverts, mais finalement 20% seulement qui arrivent peut-être au maximum du livret A et qui viennent totaliser 80% des encours, ce que vous nous dites. D'accord, oui. Qu'ils dépassent même le plafond, puisque après avec les intérêts, on peut, bien sûr, on peut je comprends. Une question aussi sur le PEL rentre dans l'épargne réglementée, le plan épargne logement rentre dans l'épargne réglementée, même si c'était effectivement aussi un produit bancaire. Est-ce que dans le contexte actuel, on voit le PEL revenir sur le devant de la scène comparé justement à 2019 ou 2020, comme vous le compariez pour le livret A? Alors, c'est ce qui se passe avec le PEL. Donc, le but du PEL, c'est bien d'épargner pour après faire un investissement en immobilier. Bien sûr. Et malheureusement, c'est une épargne rémunérée qui donne accès à un taux préférentiel lorsque l'on veut acheter un bien immobilier. Alors un taux préférentiel ou pas. En tout cas négocié à un moment T. Voilà, disons que quand on ouvre un livret, on sait combien on va être rémunéré et à combien on va avoir droit, le taux auquel on va avoir droit pour le prêt immobilier. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de favoriser l'épargne pour financer de l'immobilier. Ce qui s'est passé, c'est que avec des taux extrêmement bas, on a eu beaucoup de livrets qui étaient à des taux très élevés et donc très intéressants du point de vue du placement. Bien sûr. Beaucoup moins intéressants du point de vue du prêt. Bien sûr. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est en 2023.
Et on espère en 2024. On a bien eu un retour du PEL vers ce rôle de financeur de l'immobilier. Voilà, avec des taux qui sont un peu plus bas. Des taux de rémunération qui sont à 2,25. D'accord. Et puis un taux de prêt qui est à 3,75 et qui commence donc à être intéressant. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on avait laissé le PEL un peu de côté pour son rôle de financeur de l'immobilier, mais il était utilisé quand même pour son rôle de placement. Et là, on pourrait voir finalement un inversement et une utilisation de cette épargne sur les PEL pour financer des achats immobiliers, parce que les taux redeviendraient plus intéressant par rapport à ce qui est pratiqué à côté, si je comprends bien. Exactement ça. Donc, ce qu'on a vu déjà, c'est moins de placements. D'accord. Ouais. Ça, c'est sûr, avec l'arrivée à terme des anciens livrets, donc les encours baissent. Bien sûr. Ouais. Donc, on a déjà vu cet aspect-là. Et on a un petit relèvement des prêts, enfin un petit, on a quelques centaines de millions, donc, mais c'est ce qui risque de continuer. Je ne vous pose pas la question sur l'évolution du taux du livret A. Je sais que vous n'avez pas la réponse. Rappelons simplement effectivement que le taux pratiqué sur le livret A ou sur l'épargne réglementée, c'est une décision du gouvernement, du ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la Banque de France. On est à on est à plus de mi-2024, on est en rentrée 2024, septembre 2024. Vous avez effectivement la tendance sur les premiers mois de l'année. Est-ce qu'on s'attend à une nouvelle année exceptionnelle en 2024 ? Est-ce qu'on attend de voir comment va atterrir effectivement cette année ? Quelle est la tendance que vous identifiez un petit peu déjà ? Alors, ce qu'on identifie, c'est qu'on a encore des flux nets de collecte qui sont très importants. D'accord. Qui sont en retrait par rapport à 2023, et en même temps, ce n'est pas une surprise, mais ils restent très supérieurs à ce qu'on avait avant 2019. D'accord. Donc on a encore des flux très importants. Et ce, pareil, encore, désolé, mais sur le livret d'épargne populaire, ou le livret A, ou d'autres types d'épargne réglementée. Alors essentiellement livret A et D'accord, c'est quand même les deux stars de l'épargne réglementée. D'accord. Et donc on voit quand même des encours toujours conséquents sur ces deux produits d'épargne réglementée. On arrive à plus de 900 milliards quand même. D'accord, ok. Donc une année 2024 qui s'annonce peut-être pas aussi exceptionnelle que 2023, mais quand même une belle année pour l'épargne réglementée. Un très bon cru pour l'épargne réglementée. Merci beaucoup Valérie Chauvin de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes adjointe à la direction des statistiques monétaires et financières au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, durant lequel nous allons revenir sur les événements boursiers de cet été. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Vous êtes également spécialiste en assurance vie luxembourgeoise et notamment en ETF. L'été boursier 2024 a pu être un petit peu mouvementé, notamment en lien avec la découverte de chiffres de l'emploi moins favorables qu'attendu par le marché. Ça a créé plusieurs séquences, mais notamment un plongeon début août, Régis Yankovici. Est-ce que déjà, première question, est-ce qu'on peut parler de plongeon dans un contexte d'été où il y a moins de volume que le reste de l'année ? Alors on peut parler de plongeon dès lors qu'on assimile les mouvements boursiers au sport des Jeux Olympiques. D'accord. Et donc moi j'ai retenu les 3 sports préférés des investisseurs cet été. Le premier sport, c'est le plongeon. D'accord. Parce qu'avec une médaille d'or, sans conteste au Japon, puisque le Nikkei a baissé de quasiment 20% en 3 jours, sur un indice quand même qui pèse 8-9% du MSCI World. Donc, bien sûr, oui. Donc c'est pas rien. Les autres grands indices que tout le monde connaît, S&P 500 en Europe, c'est plutôt 8-9%. Mais donc oui, je pense que le terme de plongeon est adapté. Les raisons, vous les avez mentionnées, effectivement, une prise de conscience. Effectivement, d'un ralentissement économique américain, avec donc les chiffres de l'emploi, vous l'avez dit, également un ISM sous les attentes, et de l'autre côté, au Japon, une hausse des taux, bien sûr, qui était quand même un petit peu annoncée, qui n'était pas une totale surprise, à mettre en parallèle avec les faibles volumes d'été, absolument. Et avec une rentrée qui finalement revient sur les volumes d'avant les départs en vacances. Donc est-ce que c'est si grave que ça ? Alors, le contexte a fait que ça a été violent. Oui. Il y a un autre chiffre que je voudrais citer, c'est le VIX, donc la volatilité implicite, l'indice de la peur, qui a atteint 65. Je ne sais pas si ça parle pour ceux qui nous écoutent, mais c'est 3e record
On parle de Bien sûr, médailles, depuis la crise des subprimes. D'accord. Subprime, Covid, et maintenant, voilà, août prise 2024. de conscience voilà, août 2024. Mais donc les effets paraissent violents et peuvent effectivement s'expliquer par un élément estival, mais les causes, elles, sont durables. Le ralentissement, il va pas disparaître demain. On va le vivre, peut-être dès les prochains chiffres de l'emploi dans quelques jours. Autre sport olympique, effectivement, sur les marchés boursiers cet été, c'est le passage de relais, Régis Jancovici. Exactement, le deuxième sport, le passage de relais entre les 7 magnifiques et on va dire globalement le reste du marché, mais avec un focus sur 2 secteurs, les valeurs sensibles au taux d'intérêt. D'accord. L'immobilier a gagné 10% au cours de l'été à peu près. Avec cette idée que la Fed va baisser ses taux d'ici quelques jours. Exactement. D'accord. Et ça, c'est peut-être le troisième sport. J'ai choisi l'aviron. D'accord. Alors l'aviron. Et on reviendra au passage de relais après. Alors, mais oui, voilà. Alors l'aviron plutôt en eau claire. En eau claire parce que la Fed a clairement dit, Jackson Hole, qu'elle allait baisser ses taux en septembre. La question 25 ou 50 points de base, effectivement, ça, on ne sait pas encore trop. Mais la Fed va devoir ramer très fort pour convaincre le marché qu'une baisse des taux en septembre va suffire à contrebalancer, je pense, une tendance lourde d'un ralentissement économique qui se dessine pour les mois à venir. On aura l'occasion de se revoir pour parler récession ou pas récession, mais la fenêtre de ralentissement, elle commence à s'ouvrir. Donc la Fed, effectivement, a annoncé qu'elle baisserait ses taux en septembre. Que ce soit 25 ou 50 points de base, ça a une importance capitale, effectivement, pour convaincre le marché et les investisseurs. Si on revient au passage de relais sectoriel, ça veut dire que tous les titres ou toutes les entreprises plutôt sensibles, effectivement, au niveau des taux d'intérêt, ont repris un peu le devant de la scène cet été, c'est ça ? Absolument. Il y a eu un basculement donc, de ces valeurs autour de l'intelligence artificielle. Je regardais, on a eu au cours de l'été les publications du second trimestre. Donc c'est cette valeur-là. De Nvidia, vous voulez dire ? Non, les 7. Des 7, oui, des 7. Oui, d'accord. Globalement. Est-ce que vous savez combien ont progressé à l'annonce des résultats ? Une seule, c'est Meta. Tous les 6 autres ont baissé. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Les résultats n'étaient pas foncièrement mauvais. C'est juste que le marché idéalise. Oui. Il en veut toujours plus. Et ça, je crois que c'est un signal de fatigue du marché autour de ce thème-là. Et de l'autre côté, comme de toute façon le reste du marché était totalement délaissé, on peut citer l'or également qui a progressé de 8% au cours de l'été. Mais bon, il y a eu un basculement. Là. Est-ce que ce passage de relais va se faire sans chute? Est-ce qu'on va avoir des haies au milieu du passage de relais? Ça reste à définir à l'automne. On en reparlera, j'espère. Il nous reste 30 secondes, Régis Jancovici. Les secteurs qui vous intéressent en ce début, en cette rentrée 2024, vous nous avez parlé de l'immobilier, effectivement, qui a bénéficié d'une baisse de taux à venir de la part de la Fed. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça qui pourraient revenir sur le devant de la scène? Alors, ce qui nous a intéressés, c'est plus que cet été, ça fait au moins depuis le début de l'année, c'est effectivement de sortir de cet engouement, peut-être ne pas être absent, mais être en forme de barbel, pour prendre un terme plus obligataire, entre des secteurs totalement délaissés, les utilities, les mines d'or et une poche tech, effectivement. Une poche tech qu'il faut garder, effectivement, mais il faut regarder il faut savoir diversifier et regarder ailleurs aussi. Merci beaucoup, Régis Jancovici, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine, fondateur et dirigeant de Luxavis, spécialiste en assurance vie luxembourgeoise en ETF. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.